Il y a 2 jours, je me suis fait éclater la gueule, exploser de chez exploser, et j'ai réalisé un truc sur moi-même de dingue, c'est que je souffrais encore d'un manque de reconnaissance de la part de mes parents. En fait, quand t'es pas confronté dans la vie, tu crois que tout va bien, tu te dis voilà, moi j'ai réglé tous les problèmes vis-à-vis du manque de reconnaissance, je me suis reconnu moi-même, je connais ma vraie valeur, tout va bien. Puis il se passe des trucs et puis en fait tu réalises que c'est pas t'es pas bah tout n'est pas complètement réglé et souvent ce qui est pas réglé c'est ce qui est lié au passé, ce qui a pas pu être complètement évacué. Et pour ça, les parents, c'est ce qu'il y a de mieux parce que bah, ça te renvoie directement à ce passé qui n'a pas forcément été évacué. Et j'ai observé qu'il y avait 2 types de comportements d'enfants adolescents. Il y a l'enfant adolescent rebelle et l'enfant adolescent modèle. Et en fait, les deux, c'est la merde. Alors, l'enfant adolescent rebelle, en fait, c'est un peu moins la merde, dans le sens où lui, ça va être une purge. C'est-à-dire que il va hurler et crier tous les cris et les hurlements que les parents contiennent en eux, tous les cris qu'ils n'ont pas su crier, tous les non-dits qu'ils n'ont pas su dire, ou toutes les frustrations, et aussi tout ce qui peut être également lié à du trauma intergénérationnel, parce qu'en fait, de toute façon, les traumas, ils se transmettent de génération en génération. Donc, à de la matière noire transgénérationnelle. Donc, l'ado en crise, lui, c'est... il va péter sa crise parce qu'il est poussé par une force de vie qui pousse à cramer tout ça, parce qu'il supporte pas la mort, il aime trop la vie, et donc, voilà. Mais... ça, étant donné que ça lui coûte, il attendra, et là je parle de moi, il attendra que les parents à qui il a envoyé la sauce, à un moment donné, lui disent merci. Merci de nous avoir éclaté la gueule. Ce qui est totalement débile, parce que les parents à qui t'as éclaté la gueule vont jamais te dire merci de nous avoir éclaté la gueule. On est moins cons grâce à ton éclatage de gueule, ça y est, on est plus conscient, on a compris des choses sur nous-mêmes, on a compris qu'on s'était menti à nous-mêmes, merci. Ben non. Pourquoi ils le diront jamais? Parce que rares sont les personnes qui guérissent intégralement de leurs blessures. Et tant qu'il y a de l'orgueil, tu protèges tes blessures et donc du coup bah tu diras jamais ça parce que pour dire ça faut se mettre à nu puis c'est ce qu'il y a de plus difficile, se mettre à nu, parce que quand tu te mets à nu tu mets à jour tes failles, ta fragilité, et il faut putain de courage que en fait le courage des courages c'est de se mettre à nu et de révéler ses failles et sa fragilité. Parce que tu acceptes à un moment donné d'être vulnérable et du coup, personne fait ça. Alors, j'avais fait une expérience. Ah oui, et puis aussi, si tu veux, en plus que l'autre enlève son armure, faut d'abord que toi, t'en enlèves une partie. Et ça, c'est aussi un truc que j'avais pas capté, parce que moi, dans ma logique, j'attaque, je défonce, je torpille l'armure. Bon. Ça met de l'ambiance, c'est sympa, mais le problème, c'est que plus tu torpilles la mur de quelqu'un, plus la personne renforce ses systèmes d'autodéfense. Donc en fait, elle fait grossir son armure, c'est débile.
Alors moi, je torpille jusqu'à pousser à bout pour qu'après la personne elle lâche, elle cède et elle se le mette à hurler, à chialer et tout. Mais putain, ça prend grave de temps. Alors que, puis en plus, ça coûte de l'énergie. Alors que si c'est toi qui, de ton côté, enlève une partie de ton armure, tu te mets à nu, ça met l'autre en confiance et du coup, il est plus prédisposé à lui aussi enlever une armure. Je raconte une expérience que j'avais faite. Il y a 10 ans, là, il y avait eu un artiste qui avait besoin de figurants pour faire des photos. Et donc son travail, lui, c'est qu'il photographiait des gens nus dans des lieux, différents types de lieux. Puis là, il lui fallait à peu près 1000 personnes. Et on avait été réunis dans le port de Gerland, bon, on s'en fout. Et à un moment donné, donc le gars se met sur une estrade avec un haut-parleur et il dit à 3, non, à 0, ou enfin bon, à top, vous vous mettez tous à poil. Au moment où il a dit top, personne n'a bougé. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, bon, à un moment donné, il faudra qu'on se mette à poil. Donc, j'y suis allée. J'ai commencé à me dessaper. Et l'amie avec qui j'étais, et ben du coup, elle s'est directement dessapée aussi. Parce que, comment dire, c'est plus facile de se dessaper quand il y a quelqu'un qui a déjà commencé à se dessaper, quoi, tout simplement. Le truc qui fait qu'on n'a pas envie de se dessaper, symboliquement bien sûr, c'est que quotidiennement, et ça nous le faisons tous, nous durcissons. Moi, j'ai cette tendance à la durcification. Ça, donc, c'est directement lié à l'armure de l'orgueil. Je me durcis. Et il ne faut pas confondre la dureté avec l'agressivité. C'est pas du tout la même chose, je le dirai après. Mais la dureté, c'est une rigidité. Et en fait, cette rigidité, cette dureté, elle se crée parce que c'est la réponse face à la donnée X, face à la mort. Il y a des personnes qui ne se durcissent pas parce qu'elles ont résolu le problème de la mort, elles sont persuadées que quand elles vont mourir, elles vont retourner à la source originelle. Ou qu'après elles vont rejoindre Dieu ou je sais pas quoi. Sauf que personne n'est jamais revenu de la mort, personne ne sait ce qu'il y a après la mort. Et dans tous les cas, ça fait flipper. Et c'est d'ailleurs même, je dirais que l'incertitude par rapport à la mort est justement ce qui génère les questions existentielles, et c'est les questions existentielles qui est en fait le moteur même qui permet de se créer une conscience, parce que la conscience, c'est le poids de supporter l'incertitude et la peur que génère la mort. Ce que n'ont pas les animaux ne se posent pas de problème par rapport à la mort, ils n'ont pas de questions existentielles. Quand la mort arrive, ils vont s'isoler, puis ils crèvent, et voilà. Nous, mais du coup, ils n'ont pas de conscience individuelle. Ils ont une conscience, une sorte de super programme qui les gouverne. Nous, on est des animaux chelous puisqu'on développe une conscience individuelle. Donc le prix à payer pour développer ça, c'est de supporter le poids de l'incertitude et du flip. Et à partir du moment où tu fais croire aux autres et à toi-même que toi ça va, t'as résolu tous les problèmes, t'as plus aucune peur... moi j'ai plus aucune peur, je connais, j'ai sondé toutes mes peurs, bah t'es en train de te mentir à toi-même, parce que c'est impossible, tu sais pas ce qu'il y a après la mort. Alors enfin pour moi c'est impossible d'éliminer la peur et le stress dans l'absolu. C'est-à-dire que euh, tu peux cramer de la matière traumatique. Moi, ce que j'avais appelé la matière noire, c'est en fait de la matière traumatique. Le stress, c'est de la matière traumatique, donc c'est de la souffrance qui n'a pas pu être exprimée par rapport à un trauma. Mais n'empêche que de la matière noire, t'en recrées tous les jours, parce que déjà, t'as forcément du refoulement, des refoulés, des non-dits.
quand tu es avec les autres, il y a toujours du refoulement des non-dits. Parce que personne sur Terre n'est totalement une corde tendue entre la bête et le surhumain. Je veux dire, une bête consciente qui brûle tout à chaque instant, qui est dans le pur instant présent et qui a plus aucune peur et qui... Enfin, je veux dire, non, dans l'absolu, on est chelou, on est des animaux intellectuels, on a de la flip, on crée du refoulement des non-dits et du stress, quoi. Bon, qu'on crée de la matière noire. Donc, pourquoi je dis ça? Oui, donc c'est de la connerie de dire que tu as dépassé toutes tes peurs. Puis alors ceux qui te disent qu'ils ont dépassé toutes les peurs, en général, ils ont des croyances, c'est-à-dire que c'est des spirituels, quoi. Ils sont persuadés qu'après je sais pas moi, la source originelle, tout ça. Moi, pour moi, soit il y a rien après la mort, soit c'est simplement le retour à l'inconscient, à l'inconscience. Notre âme, c'est notre véhicule qui nous fait le pont. Notre véhicule, c'est notre lien à l'inconscient. C'est-à-dire, quand tu rêves la nuit, tu vas dans l'inconscient. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, elles vont dans l'inconscient et elles ont une perception, une perception en dehors du corps, mais c'est dans l'inconscient. Et même si elles voyagent dans des espaces, qu'elles vont dans des lieux, qu'elles peuvent dire « j'ai vu ça », et ensuite les personnes qui se trouvaient dans le lieu disent « oui, il y avait bien ça », eh ben, c'est parce qu'en fait, ce monde matériel, c'est un monde qui est pour moi, une densification d'inconscient, une densification de l'inconscient, et que tu peux voyager dans ce monde d'inconscient, mais ça reste le monde de l'inconscient, et l'âme, c'est le véhicule qui te fait aller dans l'inconscient. Et ensuite, les personnes qui disent, quand elles ont fait des expériences de mort imminente, qu'elles ont ressenti l'amour inconditionnel et tout le bordel, c'est une sensation, c'est-à-dire ça reste le domaine de la perception. Sensation, perception. Mais ça ne prouve pas que c'est réel. D'ailleurs, c'est pour ça que la science a été créée à la base, c'est pour avoir des éléments factuels qui permettent d'attester de la réalité de quelque chose, autre que la perception et les sensations. Même si la science, bah, pour moi, ça, enfin, en soi, c'est croire en des preuves factuelles, c'est encore croire en quelque chose. Puis la science, c'est pas non plus débarrasser de la relation à la narration. La narration, c'est la base de la croyance, c'est-à-dire comme dans la Bible, Dieu créa la terre, le 7e jour, il se reposa comme un gros beauf. Bah, la science, qu'elle fait, à l'origine était le Big Bang, a besoin de raconter une origine. Et s'il n'y avait pas d'origine autre que l'inconscient, et que l'inconscient n'avait pas d'autre origine que lui-même, à savoir l'inconscient. Et est-ce que ce serait pas ça l'enfer aussi? L'enfer, l'enfermement, c'est l'inconscient. Et nous venons de là. Et il n'y a pas d'autre origine que ça? Je sais pas. Est-ce que l'origine, elle serait en dehors de l'humain? Est-ce qu'elle serait pas en l'humain? Est-ce qu'elle serait même pas encore arrivée? Parce que pour l'instant, on est encore dans un rêve. Dans ce monde de l'âme, dans ce monde de l'inconscient. Bon, en tout cas, tant que tu crois qu'il y a de la vie après la mort et que c'est mieux ou qu'il y a d'autres planètes, de toute façon, ça veut dire que t'es à un niveau d'inconscient, là, que t'es perché et que, de toute façon, tu fuis le réel. Donc, c'est... Bref, ah oui, et aussi un truc que j'ai capté, c'est que j'arrivais pas à expliquer l'amour, il me manquait 2-3 trucs. Le phénomène de l'amour, c'est une mécanique, en fait. L'amour, c'est 2 blessures qui s'attirent. Donc 2 inconscients, 2 blessures qui s'attirent. En soi, c'est, pour simplifier, une sorte de pulsion de mort. Et le désir, j'arrivais pas à comprendre comment c'est produit. En fait, le désir, c'est la pulsion de vie qui vient équilibrer avec la pulsion de mort liée à la blessure. Vous savez, c'est bien connu que les personnes qui travaillent en milieu hospitalier sont obsédées sexuelles. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont obsédés sexuels eux-mêmes. C'est que la pulsion de vie, c'est ce qui vient naturellement compenser quand tu es confronté quotidiennement à la mort. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de désir pour quelqu'un, à un moment donné. C'est parce que nos 2 blessures ont été attirées. Du coup, on a compensé avec du désir, une pulsion de vie, le phénomène d'attraction des 2 blessures. Et c'est ça aussi qui explique la déformation produite par l'état amoureux. C'est-à-dire, quand tu es attiré très fortement par une personne, tu vas la voir comme quelqu'un de merveilleux, magnifique ou super beau. Et quand alors le charme s'en va, c'est-à-dire
le phénomène d'attraction, euh, blessure et... Enfin, ouais, blessure et désir s'en va. Je vais dire pourquoi il s'en va. Et bah du coup, tu vois la personne telle qu'elle était, et en fait, elle t'apparaît comme totalement banale. Et ben, le désir, c'est d'abord le désir qui commence à s'enlever. Parce qu'en fait, dans la relation avec l'autre, il y a forcément un moment donné où il y a une routine, un quotidien qui s'installe, une routine, une répétition. Et la routine, la répétition, bah du coup, ça crée une force d'inertie qui vient du coup une force d'inertie qui tue tout simplement qui tue le feu du désir. Donc à partir de là, il reste plus que les deux blessures entre elles, bah, qui savent plus faire autre chose que s'affronter, se prendre la tête. Mais n'empêche que là, tu peux quand même continuer à voir l'autre comme quelqu'un de ouf, parce que le charme n'est pas complètement tombé. Parce qu'en fait, le charme, ce qu'on appelle le charme, c'est tout simple. Le charme de la fascination pour l'autre, c'est tout simplement lié à une perception déformée induite par ta blessure. Parce qu'en fait, la blessure, mais c'est ça la merde qui déforme la perception. C'est un truc de dingue. Parce que moi, là, ce que j'ai vécu il y a 2 jours, en famille et tout, vu que j'étais dans ma blessure de manque de reconnaissance, vis-à-vis de ma mère, parce que j'attendais qu'elle me dise merci de lui avoir explosé la gueule quand j'étais adolescente, génial. Je manquais encore de reconnaissance par rapport à ma mère, ça craint, et mon père pareil. Et ben, comme j'étais dans cette blessure, j'y voyais plus rien, je comprenais plus rien, j'étais là, ouais, j'avais même envie de crever, quoi. Je suis, ah, mais putain, un sens de la vie, mais c'est merde, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Enfin bon, bref, tous ces trucs où tu sais plus, puis surtout, je captais plus rien, je comprenais plus, genre, oh, mais non, puis c'est elle, c'est l'autre, c'est lui, c'est de sa faute à lui. Bah, tant que de toute façon, ouais, dans l'absolu, hein, tant que t'as un couple extérieur, et aussi, même quand tu vis un affrontement avec quelqu'un, peu importe, si ça t'épuise, si ça te fatigue, c'est pas la faute de l'autre, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, hein, de parler de parasitage, blablabla, par les entités. Oh putain, les entités, ça n'existe pas, hein. C'est juste tes parcelles de souffrance, c'est juste tes blessures à l'intérieur, quoi, c'est tout. Voilà. Et oui, ça peut rentrer en résonance avec des parcelles de souffrance dans des lieux. Mais parce qu'on est dans le monde de l'inconscient, et en fait, il n'y a pas de barrière entre ton inconscient et l'inconscient extérieur, c'est ça qui est dingos. Il y a simplement des niveaux de réel, c'est-à-dire, ça c'est de l'antimatière densifiée d'inconscient un peu dur, et puis tu as des niveaux un peu moins durs ou un peu plus irréels, comme quand tu es dans le rêve, ou comme tous ces perchés qui vont dans l'intraterre et qui te disent que c'est réel, alors qu'en fait ils sont dans l'inconscient du planétaire. C'est des Peter Pan qui fuient le réel et ah, venez avec nous fuir dans le réel, dans l'intraterre, ils sont gentils, ils sont tout blancs, les Ariens. Oh, salut Hitler, ça va? Ah bah non, mais je suis désolée, c'était le délire d'Hitler, hein. Ou c'est comme tous ceux qui délirent sur les êtres de lumière, ou bon bref, ok, je vais pas m'étendre encore plus là-dessus. Ah là là, le culte du beau, le culte du bien, de la perfection. C'est pour réel! Bon, qu'est-ce que je disais? Ouais. Bon, les expériences de mort imminente où les personnes, elles ressentent tout d'un coup l'amour cosmique, intergalactique, tout ce que tu veux. En fait, c'est comme les phénomènes, c'est comme le rêve, où quand tu rêves la nuit, t'as toute ta matière refoulée de la journée, ta matière noire en fait, qui est proche, comment dire, qui va t'être exposé. Donc par exemple dans les rêves, des fois tu fais des trucs hyper violents, et le rêve il ment pas, hein. Le rêve, enfin dans ce sens-ci il ment, mais bah, c'est un songe qui ment. Mais il t'expose, c'est que en fait le mensonge il est en toi quand tu veux pas voir qu'en fait ça t'est montré tout ce que t'as refoulé. Donc dans les rêves, tu vas faire des trucs totalement dingues. Par exemple, si tu refoules le sexuel, bah tu vas faire te niquer. Si t'as refoulé ta violence, tu vas tuer brutalement, enfin bon, tout ça. Donc c'est toute ta matière refoulée. Eh ben, les expériences de mort imminente, je dirais que c'est pareil, mais version amplifiée plus. C'est-à-dire que si t'as eu une vie de misère, de frustration, de manque d'amour, ah là d'un coup tu vas ressentir l'amour cosmique. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais fait Compostelle. À un moment donné, j'ai eu un état, un moment où j'ai l'impression d'être baignée dans l'amour divin, tout le bordel, parce que tellement de fois avant dans ma vie, j'avais manqué d'amour, tout simplement.
Donc là, j'étais inondée d'amour, mais c'était simplement une sensation. Donc, simplement une perturbation hormonale qui me permettait de compenser, en fait, une sorte de réponse automatique chimico-hormonale pour compenser une déficience avant de ça, quoi. Pour que ma vie soit moins insupportable. Voilà, c'est ça. Donc, les sensations, c'est des sensations. C'est juste des sensations. Les perceptions, c'est des perceptions, c'est juste des perceptions. Moi, c'est pas parce que je vois des étoiles dans le ciel que ça me prouve que ça existe. Tu peux me faire une photo? Ouais, la plupart des planètes, d'ailleurs, c'est souvent des peintures. Hein. Bon, il y en a, c'est des photos. Ouais, bon, bah c'est bien, ok. Ah bah tu vois, c'est réel, c'est une photo. Ah, c'est une photo. Et puis en plus, une photo, ça parle même pas. Sage comme une image, ça parle pas, ça souffre pas. Ça souffre pas, donc c'est pas réel. De toute façon, je dis, tout ce qui peut nous rendre réel, tout ce qui est réel, c'est la souffrance. Tu ne peux plus, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de... voilà, ça, et puis surtout, pourquoi c'est réel? Parce que ça transforme. La souffrance, c'est un mode opératoire qui transforme réellement de l'intérieur. Et tant qu'il n'y a pas ça, d'où souffre, souffrance, volcan, tout le bordel, tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, c'est pas réel. Une photo, c'est pas réel. Tant que la photo, elle souffrira pas elle-même pour s'individualiser et se sortir et d'être une photo singulière et unique, séparée de toutes les autres photos parce qu'elle a souffert, ce sera pas réel. Bon, je reprends mon histoire d'adolescent. Donc, l'adolescent rebelle en feu et tout, qui attend toute sa vie que ses parents lui disent merci de leur avoir explosé la gueule. Ce qui n'arrivera jamais par ailleurs. Ensuite, il y a l'enfant, et c'est pas forcément, et j'ai l'impression que, et je crois que c'est pire en fait, l'enfant modèle qui veut tout faire bien pour plaire à ses parents. Il a aussi besoin de reconnaissance, mais le problème c'est que lui, il passe à côté de lui-même. Parce qu'en fait, la seule possibilité de développer une individualité, c'est par l'opposition. Autant au niveau de la conscience, en s'arrachant à l'inconscience, d'où l'expression niquer sa race, que au niveau de l'ego, et les deux fonctionnent ensemble, il n'y a pas de... Je crois que tu peux développer une conscience sans ego, bah tu n'auras aucun support matériel pour porter ta conscience dans la matière et l'affirmer, donc tu seras juste un espèce de pur esprit, tu feras rien, que développer un ego sans conscience, parce que développer un ego sans conscience, c'est faire de la merde. Donc, l'individualisation, c'est ego plus conscience, et ça se produit dans l'opposition, l'arrachement, le déchirement. Et ouais. Tout comme la naissance, hein. La naissance, c'est tu déchires la chatte de ta mère quand même quelque part. Et puis tu passes d'un état liquide à un état de l'air, t'es oxydé. Enfin bon, c'est pire des déchirements. L'enfant modèle, lui, il veut pas naître à lui-même. Donc il devient un produit de ses parents. Et c'est là que c'est mauvais parce que les parents, quand les parents ont de l'orgueil, c'est-à-dire quand les parents protègent leurs blessures, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont projeter sur leur enfant leur orgueil, leur vanité, c'est-à-dire qu'ils vont se contempler dans leur enfant modèle une image d'eux-mêmes. Mais il y en a tellement des relations comme ça, des relations mère-fille. Beaucoup de relations mère-fille qui en apparence ont l'air merveilleux, les deux sont deux complices, sont trop mimi, trop chouettes, on dirait deux sœurs et tout, ouais, non mais c'est dégueulasse, c'est la mère qui se contemple dans la fille, et genre, c'est ma version plus jeune et tout. Ah, l'horreur, l'orgueil, le narcissisme et tout ce que tu veux, de relations père-fils aussi, et des relations père-fille comme ça, possessives, des relations possessives, voire limite incestueuses, ou en plus, si le mec il a de la culpabilité, le père a de la culpabilité parce qu'il n'a pas forcément bien agi, il va se racheter en filant du pognon. Et donc tout ça, niveau énergie, ce pognon et tout, ça vient pourrir en fait, ça vient nourrir l'orgueil des deux. Et l'enfant devient une créature de l'orgueil de son parent. Donc l'enfant devient, plus tard adulte, une espèce de pourriture sur pattes. Tu sais, ces gens à qui t'as envie de foutre des baffes. Moi aussi, je sais que je renvoie ça, je le sais bien. Puis il y en a, t'as vraiment envie de leur foutre plus qu'une baffe, plein de baffes, tellement qu'ils sont puants et tout, parce qu'ils sont des créatures de l'orgueil de leurs parents. Et c'est ça ensuite qui va créer ces comportements délire, comment dire, il doit y avoir un terme technique, mais culte de la personnalité, délire mystique et tout, les personnes, par exemple toutes ces femmes, beaucoup de femmes quand même, hein, puis des mecs aussi qui disent qu'ils canalisent la source.
qui sont en contact avec les plans divins, tout ce que tu veux, ou bien sur un plan plus matériel, toutes les personnes qui ont un culte, qui sont dans le culte de la personnalité, non pas de l'ego, hein, mais de leur orgueil. T'en as même qui vont écrire des bouquins toute leur vie. Bon, je vais pas citer des noms, mais bon, t'en as, ils passent leur vie à écrire des bouquins, et en soi qui servent à rien, mais pour obtenir la reconnaissance de leurs parents qu'ils ont jamais eu, et pour leur plaire, pour montrer qu'ils sont bien, qu'ils sont bien comme il faut et tout. Mais putain, mais le truc c'est que moi, là, pour avoir vécu, là, j'étais en mode théâtre. Là, j'ai joué ma pièce. Là, j'ai joué Hamlet il y a 2 jours. J'ai tout fait. Puisque c'est comme ça, je vais me suicider. Non, j'ai fait style à un moment donné. Je vais sur la fenêtre. Ouais, je vais me défenestrer. C'est du théâtre. Moi, je joue bien uniquement quand j'ai pas de texte. Si on me file un texte, c'est la cata. J'ai essayé de faire du théâtre, c'était catastrophique. Mais quand je le fais dans la vie, alors là, je joue vachement bien mon rôle parce que, du coup, mon but, c'est de purger la merde. Donc j'y vais, faut que ça sorte, tant que ça n'est pas sorti, tant que les cris, ça n'a pas poussé dans tous les sens, j'arrête pas, quoi. Et après, il faut que ça se termine bien. Si c'est pas bien terminé, je continue. Et oui, dans ma tourmente, ce que j'ai vécu, c'est que en fait, même si t'as la mère ou le père le plus reconnaissant, c'est-à-dire qui va être là, genre à dire mais en fait, ma chérie, je t'aime, j'adore comme tu es, tout machin, ça sera pas suffisant. T'en auras jamais assez. Parce que toi, t'attends la reconnaissance de ton parent, mais tu captes pas que c'est de la reconnaissance de toi que t'as pas, et donc du coup, t'en auras jamais assez. C'est comme la meuf qui attend que son mec, il lui apporte l'affection, l'amour qu'elle a pas. Le mec, il peut être le plus gentil, le plus aimant. Moi, en plus, c'était ça dans ma relation. J'étais quand même avec un garçon hyper gentil, enfin, tellement gentil et tout. Mais il pouvait me donner toute l'affection, toute la gentillesse, j'en avais jamais assez. Parce que j'arrivais pas à me le donner pour moi-même, cet amour. Mais là où c'est pervers, c'est que quotidiennement, on s'auto-persuade, c'est qu'on se ment à soi-même. On s'auto-persuade, ah c'est bon, je me suis reconnu moi-même, ah c'est bon, je m'aime et tout, pff, que dalle. Et tu vis des situations, puis en fait t'en chies comme une merde. D'ailleurs, tu te sens une merde, tu te sens une merde, dès que tu te sens une merde, c'est qu'il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, se sentir une merde, c'est pas naturel. Hein. Ça veut dire que t'as de la merde. Je crois que là, on peut pas faire plus simple. Et aussi, un autre truc, c'est que les relations de couple, les relations d'amour, en fait, se bâtissent sur des blessures. Puisque c'est le phénomène, justement, d'attraction, à la base, de 2 êtres, leurs blessures. Et ensuite, les êtres se construisent des mondes de bonheur, de joie, sur la base d'une blessure. Le couple, ça fonctionne comme ça. C'est une sorte de rempart, une super armure de bonheur qui se bâtit sur de la blessure. C'est pour ça que tant que chacun individuellement ne serait pas allé voir son truc, de toute façon, il n'y aura rien qui pourra réellement se construire. Et après, aussi un truc très étrange, c'est que oui, quand tu captes le mécanisme de l'attraction des blessures, que le désir, en fait, c'est une pulsion de vie qui vient compenser la pulsion de mort et tout ça, putain, du coup, il n'y a plus de phénomène d'attraction. Et ouais, il y a l'amitié. Donc après, c'est chelou, tu te dis, merde, c'est comme je disais, merde alors, voilà, il n'y a plus que l'amitié. Ouais, c'est comme ça. Bon, je sais pas, hein, mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? En même temps, c'est l'inconnu. Parce que du coup, les relations d'attraction, pulsion de vie, pulsion de mort, c'est que ce qu'on a connu. Du coup, si c'est, il y a plus ça, ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau aussi. Et puis c'est là que ça fait à nouveau flipper, parce que l'homme, il a peur du nouveau, il a peur de la réussite. La plus grande peur, c'est la peur de la réussite. C'est la peur du réel. Non pas bonheur, mais de la libération. Parce que, pourquoi on a peur de se libérer? Parce que on a notre mort qui résiste à nos blessures qui passent leur temps à résister. Qui veulent pas. Parce que c'est confortable. Quand t'as été habitué à te sentir une merde, du coup, tu viens confortable à te sentir une merde, quoi. Merde. Et sans agressivité, sans feu, tu peux pas atomiser toute cette paquet d'inertie de merde.
D'où le cri, qui permet de faire émerger cette part animale et bestiale, cet animal en nous qui va venir pouvoir nous délivrer. En fait, c'est quand tu délivres ta part animale et bestiale, et que tu libères ton feu, parce que le cri est associé à l'élément feu, que tu crames toute ta force d'inertie, et bam, tu peux faire émerger ta force d'affirmation, et même également ton désir, parce que le désir est lié au feu. Et pour se libérer, il faut du désir. D'où la belle saloperie du New Age, en général, et de la spiritualité en général, qui cultive le lâcher-prise, l'abandon, lâcher prise, abandon, dépassement de l'illusion de l'ego, dépassement de ci, de là, bah, d'accord, plus de désir, plus de feu. Le complot des religions, des spiritualités et du travail sur soi, c'est, parce qu'aujourd'hui on parle plus de travail sur soi, hein, c'est plus une approche athée, voilà, c'est doter le feu. Le complot, en fait, s'il y en a un, c'est de tout simplement de la mort qui est en fait liée au règne de l'inconscient, et donc comme on vient du monde de mort, de l'inconscient qui veut ôter le feu à l'homme. Le feu, c'est la vie. Moi, à une époque, avant que je me tourne vers la spiritualité, j'étais en train de perdre mon feu. Parce que je m'étais battue depuis l'adolescence. Mais sauf que je m'étais battue dans l'inconscience. Je comprenais pas ce que je faisais. Donc quand tu te bats dans l'inconscience, tu t'épuises. Et à un moment donné, tu comprends pas ce que tu fais, tu te dis à quoi bon, quoi. T'es comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins, à un moment donné, t'as envie d'abdiquer, quoi. Donc du coup, tu te tournes vers la spiritualité, après ils te disent, oh, vous inquiétez pas, il y a les extraterrestres, il y a Sirius B, Sirius A, il y a la 5D, il y a l'amour cosmique de la source originelle, tout va bien. Ah bah c'est sûr, hein, mais c'est comme les mecs qui se noient dans l'alcool, hein. C'est exactement la même chose, les mecs ou les meufs d'ailleurs. C'est comme la drogue, pareil. Ou ceux qui font de la méditation, tu fais de la méditation, t'as besoin de la méditation pour te sentir bien, bah tu deviens dépendant, comme tu peux être dépendant à n'importe quelle drogue. C'est malsain. Donc, c'est pour ça, moi, mon obsession pour la compréhension des mécanismes, la compréhension des phénomènes, parce que plus tu comprends réellement, plus tu sais où diriger. Une compréhension agressive, où tu comprends en fait, ouais, tu comprends l'importance de la nécessité de déployer ton feu et que le seul réel possible, bah, c'est de ton vivant et c'est en toi-même, ce que tu opères en toi-même. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu veux plus rien faire, où t'as plus de désir et tout, là, c'est que la mort, elle t'a gagné. Et pour vaincre la mort, il faut du feu. C'est pas... Attends, c'est quoi que je voulais... Il y avait un truc... Il y avait un truc, là... Bah, je sais plus. Je sais plus. Putain, la compréhension d'un truc... Vous voyez, mais putain, mais la confusion, et je vais en revenir, là, je suis en train de faire un texte là-dessus, la confusion entre l'ego et l'orgueil, mais c'est du lourd, hein, ça c'est du lourd. Parce que si tu ôter l'ego à l'homme, c'est lui ôter sa force d'affirmation, sa part d'animalité, d'agressivité positive, son identité, tout, tu lui enlèves tout. Et en même temps, tu nourris sa merde parce que tu nourris son orgueil, tu nourris ses illusions, tu nourris ses compensations, tu nourris ses béquilles,
Et aujourd'hui, tout le monde parle de vouloir dépasser son ego, de vouloir détruire son ego. Oh, regarde, là, et quand quelqu'un te fait un compliment et que tu dis, oh, merci, ça fait plaisir à mon ego. Non, ça fait plaisir à ton orgueil. Ça fait plaisir à ton besoin de plaire, à ton besoin de te rassurer derrière ton masque de chair et de faux bonheur et tout, tes faux semblants. L'ego, en fait, l'ego, c'est notre peur animale, ok? L'ego, c'est pas vaniteux en tant que tel. Un animal, il est pas vaniteux. Il est ce qu'il est. Par contre, l'orgueil, il a besoin d'être nourri. L'orgueil, c'est la pourriture, la vanité, tout ce que tu veux. Ça couvre la blessure, le manque de reconnaissance, ça couvre tout. Et on en a tous. Les pires, c'est ceux qui te disent qu'ils ont plus de problèmes, que tout va bien pour eux, plus aucune, parce qu'ils veulent plus rien lâcher sur leur fragilité, alors que la vie, en tant que telle, c'est fragile. C'est fragile, la vie, ça tient qu'à un fil. Et on va tous crever. Ceux qui ont plus peur, c'est les spirituels qui croient en de la merde, qui croient en de la source originelle, en ce que tu veux, alors que personne n'est jamais revenu de la mort. C'est les pires menteurs, ceux-là. Et là où il y a le plus grand décourage, c'est de pouvoir se livrer sur ses fragilités. Ça, c'est courageux. Parce que tu te rends vulnérable, donc c'est ce qu'il y a de plus courageux, c'est de se rendre vulnérable. Se montrer, passer le temps à se dorer la couche de l'orgueil. Oh, mais moi, tout va bien dans ma vie. Regardez ce que j'ai accompli. Oh, je suis fière de mes enfants. Je suis fière, blablabla. Et déjà, c'est peut-être pas tout à fait normal que tu aies besoin à ce point-là de montrer que tu es fière et que tout va bien. Il y a un truc qui est... Mais bon. Ah bah ça, c'est facile. Les gens savent faire que rajouter de la couche. Tiens, ton armure, elle est pas assez grosse. Allez, rajoute-en une petite couche, encore plus, là, vas-y. Complexe d'impuissance pour les hommes, manque d'amour et d'affection pour les femmes. À partir de là, et c'est parti pour l'épaississage de couches. Bon, allez, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, et par rapport à l'opposition ado rebelle et ado modèle, tant que t'as pas complètement sondé la relation à tes parents et tous les non-dits, tout ça, t'attends encore la reconnaissance, soit version ado rebelle, soit version ado modèle. Et problème, c'est tu vis pas réellement pour toi-même. Ça, c'est ça le problème. Toutes tes actions sont biaisées par le besoin de reconnaissance ou le manque de reconnaissance. Et à partir de là, tu peux même pas réellement bien travailler. Je prends l'exemple de l'écrivain qui a ce problème, il va faire 40 bouquins, il va écrire 40 bouquins qui servent à rien, alors il aurait réglé ce problème de manque de reconnaissance, il aurait écrit un seul bouquin intéressant qui aurait été réellement utile et vraiment constructif. Parce que c'est ça le problème de l'orgueil et du manque de reconnaissance, du manque de c'est que tu fais tout un tas de trucs qui servent pas réellement parce que tu as besoin de prouver. Donc tu fais de la couche. Et moi j'en connais et sur la couche, je sais en faire de la couche. Je faisais des peintures épaisses et je faisais des tableaux épais comme ça pour montrer pour remettre. Je faisais du tuning de peinture en max quoi. C'est le signe du besoin de reconnaissance, du besoin de montrer. Bref. Et ben, tant que t'es là-dedans, tu peux pas réellement être au service de l'évolution, de je sais pas quoi, moi, de la conscience. Parce que t'es centré sur ton problème. Donc, l'orgueil, ça rend narcissique. Bien à opposer avec l'individualité. L'individualité, c'est la seule façon de pouvoir être au service de l'universel. Mais tant à l'orgueil, tu peux pas réellement avoir d'individualité parce que
t'es occupé en fait à tenter de réparer à l'extérieur un truc que t'as pas réparé en toi, et en fait tu rajoutes de la merde au monde qui en contient déjà pas mal. Donc en fait, tu peux amener tout un tas d'intensité, de colère, ou comme tous ces artistes qui font des trucs et tout, mais t'amènes pas Mais t'éclaires pas, quoi. T'éclaires que dalle. Ouais. Parce que l'universel, c'est à la fois ce qui est, pour toucher à l'universel, t'es obligé de développer ton individualité à donf. Prenons l'exemple de Krishnamurti, un homme qui a écrit, qui a parlé, qui s'est exposé, un homme avec de l'ego et de la conscience, qui a développé de l'individualité, mais qui a touché à l'universel. Parce qu'il a pu toucher à l'universel, parce qu'il a dépassé, il a su transcender sa merde. Et tant que tu fais pas, bah du coup tu fais un art de ta merde, tu fais un truc qui tourne autour de tes problèmes, t'as pas résolu. Bon, allez, je prends l'opposé, hein, Michel Onfray, le mec qui passe sa vie à écrire des bouquins pour parler de ses origines ouvrières, ceci, cela, manque de reconnaissance par rapport au fait qu'il était pauvre et qu'il voulait accéder au monde des riches, enfin bon, l'opposition prolétaire, bourgeois, tout ça. Du coup, il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans parce que c'est leur blessure qui se reconnaît là-dedans, mais ça n'amène, comment dire, c'est pas intéressant, enfin dire, tu tournes en rond, l'orgueil aussi, ça te fait tourner en rond, tu te fais toujours répéter les mêmes trucs, putain, ça se trouve, c'est moi, là, je suis en train de répéter les mêmes trucs depuis 1 heure. Par contre, j'ai eu dire un truc, c'est que la parole, c'est de l'action. C'est en parlant, là, que j'ai pu capter mon truc, sinon je serais encore en vouloir, parce que ça a clashé là, ça a bien clashé là il y a 2 jours, je pourrais continuer à en vouloir à ma famille, pour ci, pour là, gna, gna, gna. Et c'est pas bon. Mais tu parles, tu parles, et tu captes. Si tu parles pas, tu gardes et tu pourris. Mais tu parles et tu captes. C'est en ce sens que la parole c'est de l'action, parce que ça transforme aussi cette matière noire, cette matière de rancœur ou cette énergie négative, ça la transforme pour la transformer déjà en énergie positive, parce que quand tu parles, tu agis sur cette matière et puis tu te mets en feu, et comme tu te mets en feu, tu brûles ta merde, et là, paf, en brûlant ta merde, forcément l'information elle t'arrive et tu comprends et tu dis putain mais en fait je suis juste une adolescente attardée, encore une fois de plus, qui est toujours en manque de reconnaissance envers ses parents, parce les parents lui ont pas dit merci de nous avoir explosé la gueule quand t'étais adolescente. Et ça, cette tendance, elle est partout présente en nous, c'est que quand on est bien dans notre présent et tout, on oublie le passé, ça c'est bien, mais s'il y a de la matière qui n'a pas été complètement sondée et tout par rapport au passé, bah, on la garde et on l'ignore même qu'on l'a gardée. Et comme je disais, la preuve, quand tu crois que le problème vient de l'extérieur, ou tu crois que c'est les autres qui ont un problème, que c'est les autres qui sont parasites, que c'est les autres qui sont méchants, que c'est les autres qui t'ont pompé ton énergie, machin, ça veut juste dire qu'il y a un truc en toi qui est que t'as pas une merde que t'as pas éclaircie. Parce que dans l'absolu, même si quelqu'un t'attaque, t'insulte, si t'es totalement en phase avec toi-même, ça va rien te faire. Et même si quelqu'un t'agresse, la réelle menace, elle vient de l'intérieur, parce que c'est depuis l'intérieur que tu vas, si t'as une faille, fléchir et te laisser désarçonner et te laisser péter la gueule, vraiment. Voilà, bon, allez, à la prochaine. Je voulais dire aux personnes là qui sont intéressées par les cellules de cri, j'ai pas encore terminé mes prototypes, donc
Bah, j'en parlerai quand ce sera terminé, mais c'est en cours. J'ai oublié de dire 2-3 trucs par rapport au phénomène d'attraction, l'amour et tout. J'entends déjà des gens dire non, l'amour, ce qui attire deux êtres, c'est la reconnaissance de l'être profond de la personne, ou je sais pas, enfin tout un tas de trucs niaiseux. L'amour, c'est deux blessures qui s'attirent parce que l'amour humain, ça s'engouffre dans les failles. Pour qu'il y ait de la prise, pour qu'il y ait un truc qui prenne, et que ça monte en crème fouettée, en tout ce que tu veux, faut qu'il y ait de la faille, il faut qu'il y ait un trou. Et le trou, c'est la blessure. Voilà. Et il y avait un... C'est la blessure et c'est ce qui fait qu'après, bah, tu vas construire ton image du bonheur et tout sur cette base. Voilà. Et bah, je suis désolée, mais tous ceux qui me diront le contraire, je trouve que c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes et qui sont dans leur sont pas redescendus de leur nuage ou je sais pas. Un truc que j'arrivais pas à expliquer aussi, c'est parce que je disais donc que le désir c'est la pulsion de vie qui vient par opposition à la pulsion de mort liée au phénomène d'attraction des blessures. Comment t'expliques le phénomène ou le fait de niquer pour niquer ou la pulsion qui fait que t'as envie de niquer avec une personne que t'aimes pas, dont tu t'en fous complètement. Eh ben en fait c'est quoi? Parce que moi je vais vous dire sincèrement, il y a une époque j'arrêtais pas de rêver. Eh ben en fait c'est l'époque où j'ai travaillé en clinique. Et du coup, j'étais confrontée à des malades, des morts tout le temps. Je rêvais tout le temps que je niquais. Et je niquais avec des inconnus. Mais des personnes, même totalement lambda. Plus la personne était insignifiante, plus ça m'attirait. Et je repensais à ça, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Parce qu'il y a plein de gens qui niquent pour niquer et c'est tout. Et pourtant, il y a du désir. Enfin, il y a de la pulsion en tout cas. Bon. Et ben en fait, ce truc lié au fait de niquer des personnes, voire même que t'aimes pas, ou voire même dont tu te fous complètement, en fait c'est quoi? C'est toute la haine en toi, en fait, en soi, voir le dégoût en fait, qui du coup est projeté sur une personne pour laquelle tu t'en fous complètement, que tu compenses avec le désir. En gros, tu vas désirer les personnes voire envers lesquelles tu auras presque du mépris. D'où par exemple le fait que quand tu fais l'amour avec une personne dont tu te fous complètement, ce sera beaucoup plus animal et bestial que quand c'est une personne envers qui tu as des sentiments, comme on dit. Mais du coup, les sentiments, c'est quoi? Les sentiments, c'est lié à la blessure. Les sentiments, c'est l'attachement par rapport à la blessure. C'est ça qui fait que le couple, il vibre, qu'il y a la vibration, il y a cette intensité, c'est lié à la blessure. D'où le romantisme. L'origine du romantisme, c'est ça. C'est ce qui amène justement l'intensité. Mais quand il y a ça, bah, ça peut faire que comment dire, ça peut, ça crée l'attraction, mais il peut y avoir aussi un truc où en fait ça te coupe le désir, d'où par exemple l'impuissance chez les hommes. Mais après on parle de l'impuissance chez les hommes, mais chez les femmes il y a pareil, hein, la femme elle peut se bloquer aussi, hein, c'est sûr que ça se voit moins, mais bon, c'est pareil. Et ça c'est lié à quoi? Je me suis aussi demandé c'est quoi. Eh ben c'est qu'en fait t'es impressionné. En fait c'est pas que t'es impressionné par l'autre, mais l'autre te renvoie à un truc en toi-même qui t'impressionne. Et ça m'avait vachement marqué là dans la série En thérapie sur la 5, quand le psy à la fin il dit qu'il n'arrive pas à niquer la meuf alors qu'il avait du désir pour elle, parce qu'il était comme confronté à un trou noir. Oh putain. Il était paralysé, confronté à un trou noir. Et
Et en fait, c'est ça, c'est qu'il est confronté en lui-même à une part en lui, d'insondable, d'obscur, de tout ce que tu veux, qui le pétrifie. Et c'est pour ça aussi que j'avais dit que la relation en fait amoureuse, c'est le point de départ de la connaissance de soi, parce que tu es confronté à ton obscurité, à tes blessures, à tes failles, à ton obscurité aussi. Voilà. Donc, tantôt le désir vient comme pulsion de vie pour équilibrer avec ça, puis tantôt, en fait, l'obscurité est si forte que ça te crée cette impressionnabilité. L'autre t'impressionne, mais c'est une partie de toi qui t'impressionne, d'insondable en toi, que tu as projeté sur l'autre, qui fait qu'après tu es bloqué, voire paralysé. Tu peux même être... Moi, j'ai connu des états comme ça où j'étais même paralysée, des personnes qui me paralysaient, qui me pétrifiaient. Mais c'était depuis mon intérieur. Comme ce que je disais aussi sur le fait que quand tu vis un affrontement avec quelqu'un, verbal, hein, j'entends, ça te pompe l'énergie, c'est parce que c'est depuis toi-même, de ton intérieur, qu'il y a quelque chose qui agit et qui te pompe. Et après aussi, bon, petite nuance par rapport à ça, c'est que quand tu parles avec quelqu'un, parce que c'est... Ouais. Quand tu parles avec quelqu'un, mais que la personne, elle te saoule. Elle te fait chier, elle te saoule. Te raconte sa vie, ça te fait chier, c'est saoulant, tu te fais chier, quoi. Ben, l'agressivité, ou même le fait de provoquer, ou de te mettre à parler fort, ou de dire à l'autre, mais tu me saoules! Enfin bon, aujourd'hui, avec les conventions de la politesse et de la bienséance, il faut surtout pas dire ça, soi-disant par respect, sauf que respecter la chianterie de l'autre, pour moi, c'est pas du respect, hein. Parce que respecter la mort, c'est pas du respect. C'est pas du respect pour la vie. Mais bon, voilà. On te dit, oh, tu me respectes pas. Non, je respecte pas ta chianterie, nuance. Parce que j'ai envie de parler, j'ai envie que l'échange soit intéressant. J'ai envie que l'échange, plus qu'intéressant, soit vivant. Intéressant, je m'en tape. Vivant. Donc, avec du feu, quoi. En fait, c'est ça le plus important. Au final, on s'en fout du contenu. Parce que quand je parle avec mon voisin et qu'il me parle de ses patates, vu qu'il les aime, ses patates, il aime les faire et tout, et ben je sens le feu et je me fais pas chier. La semaine dernière, là, il y a un gars dans mon village, bon, c'est un peu l'alcoolique du village et tout. Il gueule. Le soir, une fois qu'il a bu un peu, il a la fenêtre là, il gueule et tout. Et une fois, j'étais en train de faire mon jardin et je l'entendais gueuler et je me dis... Parce que les autres voisins, ils se plaignent de lui, ils disent, ouais, il fait chier à gueuler dès qu'il est bu, il est bourré et tout. Et bon, moi, je l'entends pas vraiment, en fait, pas trop, mais j'ai fait le jardin et puis... Et en fait, je me suis dit, mais en fait, lui au moins, il gueule. Lui, au moins, son feu, il le sort. Bon, ok, il est dans l'inconscience totale, mais bon, au moins, il est en phase avec son propre feu. Et l'autre fois, il sortait, et ben on était tous les deux dans le village, c'était la nuit. Et il était avec son chien. Alors, je l'avais jamais parlé, donc je lui dis, ouais, ça te dirait qu'on les fasse se rencontrer, nos deux chiens et tout. Donc, je lui présente les deux chiens, ils s'entendent bien, tout ça. Et ben, il m'a parlé. Bon, j'ai compris 1/10 de ce qu'il me disait. Mais n'empêche que je me faisais pas chier parce qu'il était... Bon, certes, il était sous il était alcoolisé et tout, mais... il y avait du feu, quoi, tout simplement. Après, je l'ai recroisé la semaine d'après. Il m'a ressorti exactement les mêmes choses. Il se rappelait plus de moi. Mais bon, le feu était toujours là, quoi. Bon, ouais, c'est pas pour... voilà. Mais des fois, tu parles avec des gens, tu te fais chier, merde, putain, mais t'oses pas dire, mais ta vie, je m'en tape, c'est pas que ta vie, je m'en tape, mais la façon dont t'en parles, tu t'es vu quand t'as bu de l'eau, quoi. Limite, bois une bière, ça ira peut-être mieux, je sais pas. Et donc, ceux qui te disent, ouais, la merde de l'autre, c'est la merde de l'autre, faut pas intervenir, voilà, sinon t'es dans ton rôle de sauveur, blablabla, on te fait la morale, on t'explique les trucs comme ça, mais ta gueule! Il n'y a pas de rôle de sauveur ou pas de rôle de sauveur. Si quelqu'un est chiant, bah, tu vas te démerder pour le secouer, pour faire passer du feu, déjà juste pour que l'échange soit moins chiant.
juste pour que toi, tu te fasses moins chier. C'est toujours par rapport à soi. Ou sinon, tu dis à l'autre, bah casse-toi, parce que bah, t'es mieux. Mais à ce moment-là, sinon, tu parles à personne, hein, au final. On est tous chiants aussi. Mais si personne ne nous dit quand on est chiant, mais on est dans la merde. À ce moment-là, on reste tous dans la merde. Et le truc, c'est que, aussi un truc que j'ai observé, l'orgueil, c'est en fait, donc la protection de la merde, c'est ça qui fait que les êtres sont coupés en fait. Ne se parlent pas. On avait observé ça qu'un ami, vous savez les gourous du New Age, ils font souvent des vidéos comme je fais là d'ailleurs. Et souvent des vidéos rituelles, genre tous les samedis soirs, ou bien quand je dis vidéo rituelle, genre ils commencent un peu toujours pareil, c'est un peu toujours les mêmes types de vidéos, ça change jamais, voilà. Et ben il y a alors soit des fois ils bloquent complètement les commentaires parce qu'ils ont trop peur de ce que la vie pourrait leur envoyer, genre ils ont trop besoin d'être dans leur image de beau, de bien, de tout ce que tu veux, de leur personnage, et surtout pas remettre en question le truc. Ou bien alors, des fois, ils sont un petit peu des couilles et ils laissent le truc ouvert. Et en général, les personnes entre elles qui commentent ne se parlent pas entre elles. Ou genre sont là pour dire ouais, j'adore, merci, 1000 fois merci, gratitude, amour et lumière, tout ce que tu veux, mais ils se parlent pas entre eux. Et ça, c'est un problème. Déjà, le fait de ne pas critiquer, moi j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent critiquer quand même, mais je sais pas de quoi vous avez peur. Merde quoi. Putain, mais si vous aimez pas, si vous trouvez que je suis chiante, il faut le dire. Au moins il se passera quelque chose. Mais c'est parce que voilà, on s'est tellement fait casser dans la vie, du coup tout le monde est susceptible, et tout le monde est susceptible, bah, du coup tout le monde devient faux en étant suce-boule quoi. Ou crevard, hein. Suce-boule ou crevard, c'est un peu la même chose. Crevard, ça veut dire tu prends les trucs sans dire merci. Voilà. Suce-boule, c'est tu dis merci, mais t'oses pas émettre d'avis contraire qui pourrait te permettre justement d'affirmer ton individualité. Bon bref. Et donc les gens se parlent pas entre eux. Et ça c'est la signature de l'orgueil, c'est cette division finalement, ce diable qui divise, en fait, c'est juste l'orgueil, c'est-à-dire l'entretien de la mort, l'entretien de la blessure. Et même, c'est pareil au niveau, le phénomène des stars, ok, des gens qui sont connus, qui ont de la popularité, soit parce qu'elles sont, je sais pas, elles sont devenues connues pour peu importe, qui parlent plus avec qui tu peux plus parler simplement ou naturellement. C'est qu'en fait tout simplement se sont servis de leur œuvre ou de leur popularité pour grossir la couche de leur orgueil. En fait, tout ce qui crée de la coupure, déjà avec le naturel, et avec l'autre, machin, c'est que c'est la signature d'un culte de la personnalité et d'une amplification de l'orgueil. C'est pour ça que c'est de la merde, cette phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est la seule possibilité... les autres, pardon, c'est la seule possibilité de prendre conscience de ton enfer. De ton enfermement, de ton emprisonnement sous l'orgueil. Donc voilà. Et dans ce contexte-là, là où c'est le plus puissant, c'est au niveau de la famille. Parce que tes proches, les gens de ta famille te connaissent depuis toujours. Donc à eux, tu peux pas mentir. À ta mère, à ton père, tu peux pas mentir, c'est impossible, ils te connaissent. Ils t'ont vu grandir et tout. Bon, allez, c'est tout pour ça. À la prochaine. L'intérêt de la parole. Parce que au-delà de ce que je dis là, l'intérêt de la parole, c'est de pouvoir comprendre. Parler, c'est comprendre en même temps que tu parles. C'est dingue, parce que là,
par rapport à ce que je disais sur le phénomène d'attraction, pulsion de vie, pulsion de mort chez les humains, euh, c'est clair qu'on n'est pas simplement des animaux. Les animaux, c'est des super programmes qui sont des sortes de robots organiques. Moi, je vois mon lapin, dès qu'il sent l'odeur de ma chienne, il a envie de niquer. C'est pas, euh, c'est hormonal, chimique, c'est comme ça. Bon, nous, ok, on a cette part animale, mais c'est plus complexe que ça, parce que nos pulsions, elles sont pas uniquement, on n'est pas uniquement régulé par un super programme, il y a aussi autre chose qui rentre en jeu. Euh, donc, je parlais du truc là, je disais par rapport à l'expérience que j'ai eue de travailler en clinique. Il y avait aussi une autre expérience que j'avais faite. C'est quand j'avais assisté la première fois au décès d'une personne. Il se trouve que c'était à l'heure du déjeuner. Et juste après que cette personne soit décédée, et que je venais d'assister à sa mort, et que c'était quand même quelque chose de très bouleversant, je suis allée dans le réfectoire, et en fait, j'ai bouffé avec un appétit démesuré, en fait. Et moi-même, j'étais surprise de penser qu'à la bouffe, alors que je venais juste précédemment d'assister à la mort de quelqu'un. Et la personne avec qui j'étais au moment où ça s'est produit, qui elle est restée, en fait, elle m'avait demandé, m'a dit de partir parce que c'était la première fois que j'étais nouvelle et que bon, elle m'a dit ouais, bah laisse, je vais m'occuper de la personne et je vais faire ça avec quelqu'un d'autre, va bouffer. Elle est arrivée 20 minutes après dans le réfectoire et elle a bouffé, pareil, la première chose qu'elle a dit c'est qu'est-ce qu'il y a à manger, et elle a bouffé pour 3 personnes. Et ça m'avait vraiment questionné. Et là, je viens de capter un truc par rapport justement à la pulsion chez l'humain. En fait, nos désirs, ce sont des pulsions de vie qui viennent rééquilibrer par rapport à la mort en nous. Je vous donne un autre exemple. Une femme que j'avais rencontrée, une femme de 50 ans qui avait raconté que toute sa vie avec son mari, bon, sexuellement c'était pas ouf, une mère de famille qui avait quasiment pas de vie sexuelle en fait. Et un jour elle rencontre dans son cabinet un homme, un plus jeune, et elle a subitement énormément de désir pour lui. Bon, il se trouve qu'après, elle a vécu une relation avec cette personne et elle passait son temps à faire l'amour avec le gars. Et elle se reconnaissait pas elle-même parce que pendant toutes ces années, elle n'avait jamais été vraiment intéressée par le sexe non plus. Et en fait, c'était une pulsion de vie qui venait rééquilibrer avec la mort de son quotidien, de son ennui, de son inertie, de toute sa vie, qui venait d'un coup ramener du feu, parce que le désir c'est du feu, ramener du feu et de la vie dans sa vie morne. Et après, bon, elle a pris de conscience de plein de choses et tout ça. Et là, je viens de capter un truc, parce qu'en fait, c'est réellement ça. C'est-à-dire que nous, quotidiennement, nous sommes envahis par la mort. Comment? Par le biais de notre mental. Parce que nous réfléchissons. Nous sommes des animaux intellectuels, nous passons notre temps à réfléchir, à nous projeter dans le futur par le biais des peurs de notre passé, à pas être dans l'instant présent, à être pris dans les narrations, dans l'imagination, de tout un tas de trucs et tout. Et ça, c'est de la mort. Parce que tout ce qui t'éloigne de l'instant présent, l'instant T, bah, ça t'empêche d'être en vie. C'est même aliénant, d'ailleurs. Même le stress en tant que tel, enfin, tout ce qui te préoccupe l'esprit comme ça, c'est destructeur, c'est aliénant.
Et c'est là que j'ai capté, parce que le désir, quand tu as subitement du désir pour quelqu'un, même une personne, comme je disais, qui au premier abord déjà répond pas à tes critères, ou bien je sais pas, ou même t'intéresse pas forcément, eh ben tout simplement ça va te plonger dans l'instant présent. Et la première fois qu'on a embrassé quelqu'un quand on était jeune, ça s'est fait subitement, c'était pas réfléchi. Et donc c'est ça en fait, par rapport au désir et à la pulsion, c'est que subitement tu deviens cet animal qui réfléchit plus. Et c'est ça justement qui est le truc qui va ramener du feu, qui va ramener de l'instant présent, qui va ramener de la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des passions tout d'un coup qui se déclenchent ou envers une personne. En fait, c'est ta pulsion de vie qui veut te ramener dans l'instant présent, parce qu'au moins quand tu as du désir, tu réfléchis pas. Parce que c'est pas uniquement une pulsion liée à un programme qui vise à nous faire nous reproduire. Parce que, comme je dis, on n'est pas, c'est pas uniquement ce programme-là de la reproduction qui nous agit. Donc c'est une pulsion qui vient par rapport à autre chose. Et aussi par rapport au fait que, nous, en tant qu'humains, on sait qu'on va mourir. Donc on doit supporter le poids de la conscience de savoir qu'on va mourir. Et c'est ça qui crée les questions existentielles, c'est ça aussi qui crée l'insécurité, c'est ça aussi qui nous pousse au cul, qui nous pousse à faire des choses. Par exemple, en Inde, avec la croyance dans la réincarnation, tout le monde croit en la réincarnation, enfin tout le monde, c'est une croyance qui est très répandue. Donc les gens ils se laissent aller, ils disent là je suis un mendiant, je suis rien dans cette vie, mais bon c'est pas grave, dans la vie d'après je serai un peu mieux quoi. Du coup ils foutent que dalle dans leur vie. Et ça c'est un truc aussi, c'est un problème dans la spiritualité. Dès que tu commences à croire en des mondes meilleurs après, du coup tu fous plus rien et tu te laisses crever. Tu te laisses crever en vivant, en te projetant dans les mondes irréels où c'est meilleur, quoi. Dans ton imaginaire, en fait. Parce que ces mondes-là n'existent pas ailleurs que dans ton imaginaire. Et après, je disais, oui, c'est peut-être intéressant d'étudier, en fait, l'inconscient en tant qu'espace presque réel. Et peut-être que quand tu meurs, ton âme, elle retourne dans cet espace irréel. Elle existe dans cet espace irréel qui est pas réel et elle va là et après peut-être elle va peut-être venir se réincarner dans un corps, c'est des possibilités, mais dans tous les cas il n'y a aucune possibilité de développer quoi que ce soit de réel en étant juste une âme dans un espace irréel d'inconscient. Pour qu'il y ait du réel, il faut déjà qu'il y ait de la densité, faut qu'il y ait de la matière, faut qu'il y ait, nous, notre corps de chair, ce 666, c'est ça, hein, c'est ce qu'il y a de plus dense. Et il n'y a aucune possibilité de réaliser quoi que ce soit, donc certes, on est dans un super programme, mais il n'y a aucune possibilité de réaliser quoi que ce soit ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est pas aussi réel. Bon, donc, nous, on supporte le poids, notre conscience de savoir qu'on va mourir et que notre temps nous est compté. Et ça, ça génère du flip, du stress, ça génère de la matière noire, et donc forcément, puis en plus, ça nous empêche d'être dans l'instant présent, parce que quand tu es agi par cette peur, t'es pas vraiment... t'es flippé, t'es pas réellement là, présent dans l'instant. Donc, la pulsion de vie va venir rééquilibrer pour te mettre dans l'instant. Au moins, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu penses à plus rien. Tu penses à plus rien. Et surtout, si tu penses à des trucs, déjà, c'est que ça déconne. Parce que quand tu es réellement attiré par la personne, tu penses à plus rien d'autre que ce que tu vis. Tu es totalement imprégné par l'expérience sensorielle que tu vis. Il n'y a plus aucune projection. C'est justement dans les couples, quand il n'y a plus de désir et tout, que le mec ou la meuf vont commencer à s'imaginer des trucs dans leur tête, des images porno et tout ça pour se remonter le désir. Mais déjà, c'est malsain parce que si tu utilises le mental et que tu imagines dans ton mental des trucs, t'es déjà plus
dans le présent. Tu es ailleurs, tu es dans ta tête. Tu es dans un autre espace, tu n'es plus là. Et donc, l'acte sexuel, c'est ce qui va te ramener dans le présent. Et c'est également ce qui va te ramener le feu. L'acte sexuel, c'est directement lié à l'élément feu, donc à de la vie. Et c'est pas, nous les humains, on fait pas uniquement ça pour se reproduire. C'est là le truc, putain, là je viens de l'accoucher. Il y a certainement, bah oui, il y a plein d'autres gens qui le disent, mais je veux dire, ça c'est un truc que l'humain il se demande, mais pourquoi on est poussé à l'acte sexuel alors que c'est pas uniquement pour se reproduire. Les gens te disent, oh, c'est pour le plaisir. Ouais, bah le plaisir, ok, d'accord. Ça n'explique pas tout. Même le plaisir, en tant que tel, c'est une compensation. Quand justement, il y a trop de non-plaisir dans ta vie, trop de mort, trop de souffrance aussi. Et c'est une forme de récompense. Ce qui explique aussi que plus tu es, toi, dans l'instant présent, toi, tu es en vie dans l'instant présent et tout, moins tu vas avoir aussi également ce besoin de compensation par rapport au sexuel. Comme si tu étais constamment, bon, dans l'absolu, constamment dans une osmose ou dans un orgasme qui s'étendrait sur toute ta vie et que tu vivrais intérieurement, quoi, un truc comme ça. Mais en effet, si t'es mort, si tu ressens plus rien, si parce que voilà, comment expliquer le phénomène de la dépendance au sexuel qu'ont certaines personnes, hommes et femmes, qu'on appelle les nymphomanes pour les femmes ou les obsédés, je sais pas, pour les hommes, comment on appelle ça? Nymphomanes, je crois que c'est que pour les femmes. Comment t'expliques ça? Bah, c'est une pulsion de vie qui vient rééquilibrer par rapport à une mort à l'intérieur. Donc certes, ça peut être une grande souffrance ou une blessure profonde. Aussi autre chose, un truc de dingue, c'est une dame chez qui j'ai allé faire le ménage qui m'avait raconté que sa sœur, qui avait été en fait toute sa vie à prier Jésus, aller à la messe tous les dimanches, tout ça, quand elle a eu Alzheimer, elle a complètement fait sauter tous ses filtres et elle niquait avec tous les vieux du village. Ensuite, ils l'ont mis dans une maison de retraite et elle niquait avec tous les patients âgés de la maison de retraite. Elle avait dit, ah ben, ma sœur a transformé la maison de retraite en bordel pour vieux. Et pareil, compensation. Des personnes aussi à l'article de la mort, ça j'en ai vu 2-3 comme ça, qui juste avant de mourir te parlent que de bites, de chatte, de cul de nichon. Tu te dis waouh. Voilà, c'est toujours cette pulsion de vie par rapport au sexe et en compensation par rapport à de la mort en fait. Bon, c'est bon, je l'ai suffisamment. Voilà.